Alors, je vais vous parler de contrôle et modélisation des structures flexibles. Pour me présenter en 30 secondes, je m'appelle Erwan Kassarian, j'ai soutenu ma thèse il y a 1 an. Et dans la foulée, j'ai cofondé l'entreprise Dixit. Donc Dixit, ça veut dire Dynamics and Control of Systems, avec mes 2 directeurs de thèse, qui sont un chercheur à l'ISA et Supaéro. L'idée, en fait, c'est qu'on a une recherche qui a été faite dans un cadre académique sur ce domaine depuis une vingtaine d'années. Et cette recherche, aujourd'hui, elle est assez mature. Et donc, on s'est dit, c'est le moment de créer une entreprise et de faire un transfert de technologie, en fait. Alors, aujourd'hui, on travaille surtout avec des entreprises du secteur spatial, donc des constructeurs de satellites, et l'Agence spatiale européenne. Donc l'entreprise a été créée il y a 1 an. Et en fait, on s'est dit, finalement, ces techniques-là, vous allez voir, elles ne sont pas du tout spécifiques au secteur spatial. C'est juste que historiquement, on a fait notre recherche là-dessus. Et donc on s'est dit, peut-être ça peut aussi intéresser d'autres secteurs qui ont des problèmes des structures flexibles, mais aussi des vibrations, des mécanismes, ou du contrôle robuste, du pointage, de la haute précision, ce genre de choses. Alors bon, comme je l'ai dit, on va quand même parler un peu de spatial. Notre exemple de base de système flexible, ça va être le satellite. En fait, le satellite, il a des panneaux solaires qui sont de plus en plus grands à cause de la propulsion électrique et de plus en plus légers, parce que le moindre kilogramme à envoyer dans l'espace coûte cher. Et du coup, ils sont de plus en plus flexibles. Cette flexibilité, ça fait qu'ils vont vibrer à des fréquences de résonance naturelles. Et comme on a une antenne ou un télescope qui va devoir pointer dans une direction, ces vibrations, elles vont le faire osciller comme ça. Et ça va être un problème. Le but, c'est de contrôler toutes ces vibrations. Alors, comme j'ai dit, notre recherche, elle a été beaucoup motivée par le secteur spatial. En fait, il y a des raisons à ça. Les systèmes spatiaux, ils sont très souvent assez complexes, avec beaucoup de mécanismes, beaucoup d'éléments flexibles, etc. Et souvent exigeants en performance. En plus de ça, c'est des systèmes qu'on ne va pas vraiment pouvoir tester au sol à cause de la gravité, donc on va vraiment avoir un très très fort besoin de modélisation. Et même les tests qu'on est capable de faire coûtent cher en fait, donc il faut en faire le moins possible. Donc gros besoin de modèles. Et puis c'est des projets qui sont longs, qui se font sur des années, avec une conception qui va s'affiner au cours du temps, donc il faut être capable, dès les premiers mois du projet, de fournir un bilan de performance, de savoir si la mission est faisable, et puis au fur et à mesure que le projet avance, d'optimiser la performance pour vraiment faire ce qui est le mieux possible, quoi. Dans le cadre des structures flexibles, on a des contraintes particulières qui sont que, donc comme je l'ai dit, des vibrations mal amorties qui vont driver la performance, des perturbations externes, que ce soit de nature orbitale, la pression solaire ou interne. Nos capteurs, ils ont du bruit de mesure. On va avoir des mécanismes qui vont avoir des défauts et qui vont engendrer des vibrations. Et puis des flexibilités structurelles. En plus de tout ça, on a pas mal de paramètres qui vont être incertains. On comprend bien que malgré nos modèles de structure flexible, le modèle n'est jamais parfait. On va avoir des incertitudes sur les fréquences de résonance, sur les amortissements. Et puis on va avoir des paramètres qui sont variables dans le temps. Je prends l'exemple d'un panneau solaire. Le panneau solaire, au cours d'une orbite, il va tourner en permanence pour suivre le soleil. Quand le panneau il vibre, ça change toutes les propriétés d'inertie et toutes les propriétés de flexibilité du système. Donc tout ça, il faut être robuste. Et donc pour ça, on va commencer par modéliser le système. Alors on va s'attacher à un cadre multicore en premier, avec une approche théorique que je vais présenter, qui a été développée à l'ISAE. Donc l'approche multicore, le principe, on le comprend, il est assez simple. Plutôt que de considérer le système dans son ensemble, on va le décomposer élément par élément. Donc mon satellite, ça va être un corps central, ça va être 2 panneaux solaires flexibles, une antenne, et puis un mécanisme avec un degré de liberté en rotation. L'avantage de cette approche, déjà, ça permet intuitivement de modéliser des systèmes complexes, parce que c'est plus facile de modéliser les éléments un par un et de les assembler que de tout faire d'un coup. Ça va être adapté à des phases préliminaires, c'est-à-dire à très vite modéliser le système. Et aussi, si le système il est modifié au cours du projet, c'est assez facile de changer le modèle. Et puis, ça permet d'avoir une compréhension physique, parce qu'on peut facilement comprendre la physique d'un élément flexible. On va pouvoir isoler les paramètres, comprendre et isoler les paramètres incertains, notamment, c'est un point sur lequel je reviendrai. Alors, je ne vais pas trop rentrer dans le détail, mais un peu quand même. Le modèle T-top, to input to output port. Le principe, c'est qu'on a une structure flexible, ici,
et on va dire qu'elle va être connectée au reste du satellite en 2 points. Un point parent P qui va imposer le mouvement et un point enfant C comme child qui est libre. Donc en fait c'est un modèle encastré libre, ni plus ni moins. Et puis notre modèle T-top, ça va être le transfert entre des entrées qui seront des accélérations qu'on va imposer au point parent et des forces qu'on va appliquer au point enfant. Ça c'est les entrées. Elles sont là, en rouge. Et les sorties du modèle, ça va être le dual en fait, c'est-à-dire les accélérations qui vont résulter au point C, et puis les forces de réaction que la structure va imposer au reste du satellite au point parent. Alors je ne vais pas rentrer dans le détail des équations, mais c'était surtout pour montrer qu'on sait écrire les équations, il n'y a pas de souci. Donc là sous forme de représentation d'état. Et tous les éléments qui permettent de remplir ces matrices et de décrire entièrement le système, en fait, on peut les récupérer notamment avec des logiciels à éléments finis, Nastran, Abacus ou autres. Les fréquences propres de la structure, les déformées modales, etc. Alors après, il y a pas mal de travaux théoriques qui ont été faits là-dessus, sur lesquels je ne vais pas revenir, mais ce qu'il faut vraiment comprendre, c'est qu'on peut modéliser la structure avec plein de conditions aux limites différentes, encastré libre, libre, encastré des deux côtés. On n'est pas non plus limité à 2 ports, même si l'approche s'appelle 2 inputs, 2 outputs, on peut avoir autant de ports enfants et parents qu'on veut. Bon, et puis après, pas mal de travaux sur l'inversion dynamique, etc. Je vais pas rentrer dans les détails. Alors là, ouais, hop. C'est juste un exemple. Comme je disais, on peut utiliser des logiciels à éléments finis, donc on va avoir un panneau solaire, modélisé avec Nastran ici, à gauche. Donc ce panneau solaire, il va être encastré au point ici, et on va venir appliquer une force au point ici. Donc on a une petite animation juste pour montrer la déformation structurelle. On va avoir une force, voilà, à 0,5 secondes qui va s'appliquer, et puis on va vibrer. Donc ça, on est capable de le modéliser. Après, nous, on va regarder souvent ce qui se passe dans le domaine fréquentiel. Donc là, la réponse fréquentielle du panneau solaire, c'est-à-dire selon à quelle fréquence on va venir exciter notre panneau, eh ben, on va voir qu'il y a des résonances, des gros pics ici. Tout ça, c'est les modes flexibles. Et ça va souvent driver la performance. Ça, c'est indicateur de vibration mal amortie, en fait. Il manque juste une dernière chose maintenant, c'est les incertitudes. Comme je l'ai dit, on modèle, c'est très bien, mais il n'est jamais parfait. Alors je vais me baser sur un exemple assez simple pour expliquer ce qu'on appelle le formalisme LFT, Linear Fractional Transformation. On va dire qu'on a une masse M, et puis cette masse, on la connaît que à plus ou moins 10%. On n'est pas trop sûr. Et ben, cette masse M, je vais dire que c'est une masse nominale multipliée par un facteur 1 plus 0,1 delta. Delta, c'est un paramètre, je ne le connais pas. Je sais juste qu'il a une valeur qui est comprise entre -1 et 1. Donc ça, on est bien d'accord, ça représente 10% d'incertitude autour de ma valeur nominale. Alors on aime bien aussi les schémas blocs en automatique. Donc si j'écris directement cette équation sous forme de schéma bloc, j'écris ça. Donc là, je veux écrire y égale m fois u. Donc j'ai bien ça, c'est assez facile. Y égale m0 fois u plus delta fois 0,1 fois u. Donc c'est bien ça. C'est assez rapide de voir que cette représentation-là est équivalente avec cette matrice-là. Ça, c'est ce qu'on appelle la représentation LFT. Ce qu'on voit, c'est que l'incertitude, elle effectue une rétroaction, un petit peu comme quand on a un contrôleur qui va venir contrôler le système. Et là, on voit bien que cette incertitude, elle va perturber la dynamique du système, en fait. Alors, c'est quoi l'utilité de cette représentation ? Elle est plus générale. En fait, de la même manière qu'on a une représentation d'état qui va décrire la dynamique du système entre les entrées et les sorties, qui va être représentée par un diagramme bloc, qui va être en fait une matrice de transfert. Et cette fois, on va se dire, maintenant, notre représentation d'état, elle est paramétrique. Je vais avoir plein de paramètres, delta 1, delta 2, delta 3, etc., que je ne connais pas très bien, ils sont incertains, et je vais pouvoir écrire, de la même façon que dans mon petit exemple, une représentation LFT, avec un bloc delta qui est mis en feedback. Alors cette représentation, elle a quelques avantages. Déjà, elle est continue. Elle représente tout l'espace paramétrique. Contrairement à, par exemple, une approche plus simple, ce serait d'échantillonner, de dire voilà, je fixe les paramètres,
un peu avec du Monte Carlo, je trouve mon modèle, je fixe un autre jeu de paramètres, j'obtiens un deuxième modèle, etc. Et j'obtiens une collection de modèles. Le problème, c'est que là, on ne contient pas tout l'espace, on va forcément rater certaines configurations, alors que là, on les a toutes. Et puis, ça va être beaucoup plus long à calculer, parce qu'il faudra calculer le modèle une fois pour chaque configuration. Ici, on calcule le modèle une fois, on a toutes les configurations qui existent. Bon, et le deuxième avantage, c'est que du coup, cette représentation, c'est une représentation standardisée il y a pas mal d'outils théoriques et de résultats mathématiques qui ont été développés, et notamment en optimisation, pour cette représentation précise. Et donc là, si je reviens à mon exemple de panneau solaire, j'ai mis des incertitudes sur les fréquences de résonance, et donc on voit que maintenant, mon pic, on ne sait plus très bien où il est. On a des incertitudes un peu partout. Donc là, à ce stade, on a tous les outils qu'il faut pour modéliser chaque élément du satellite de manière nominale et de manière paramétrique, incertaine. Et donc, l'aboutissement de tous ces travaux, en fait, c'est ce qu'on a appelé la Satellite Dynamics Toolbox, SDTLib, Library, qui permet de modéliser les satellites avec ces outils. Le principe, c'est qu'on a un satellite ici, avec un certain nombre d'éléments, donc un panneau solaire ici qui peut tourner, un corps central, 2 antennes, des roues à réaction. En fait, chaque élément de ce satellite va être un bloc nominal et un bloc delta représentant ces incertitudes. Par exemple, en bas, on a modélisé le panneau solaire avec Nastran, on a obtenu un bloc, on a mis des incertitudes paramétriques, et ensuite, tous ces blocs, on va les interconnecter. Comme je l'avais dit dans l'approche T-top, les entrées et les sorties, c'est les accélérations qu'on impose en un point et les couples et les forces qui en résultent. Donc en fait, si j'interconnecte ces blocs, je décris la physique qui se passe entre ces blocs, c'est-à-dire un corps qui va être connecté à un autre et imposer son mouvement, et l'autre qui va répondre en soumettant des forces et des couples de réaction. Donc cet outil-là, il a été développé à l'ESA et SUPAERO, et on l'a utilisé dans de nombreux projets avec l'Agence spatiale européenne, l'ONERA, le CNES et les constructeurs de satellites. Bon, donc maintenant on a notre modèle, et donc on peut le contrôler. Alors, encore une fois, le secteur spatial, c'est assez intéressant parce qu'on a pas mal de problématiques. On va avoir des systèmes avec plusieurs entrées, plusieurs sorties, déjà. On va avoir un certain nombre d'objectifs de contrôle qui vont souvent être antagonistes. Améliorer la précision, ça va souvent être dégrader la stabilité, par exemple. On va avoir des exigences de contrôle assez strictes, comme je le disais au début. Et du coup, dans l'ensemble, on va avoir besoin de métriques qui vont permettre de caractériser la performance, des métriques mathématiques. On ne peut pas se permettre de juste faire des tests, regarder ce qui se passe et se dire bon, ça va ou ça va pas. Et particulièrement dans le cadre des structures flexibles, on a donc, comme je disais, ces vibrations qui vont avoir un impact sur la performance. On a un danger d'instabilité qui est assez fort. Je ne sais pas si ça parle à tout le monde, mais donc, dans ce qu'on appelle le lieu des racines, ces modes flexibles, ils sont mal amortis, ça veut dire qu'ils sont proches de l'axe imaginaire. Donc en fait, concrètement, comme ils sont mal amortis, on peut très vite les instabiliser. On va avoir souvent un problème de rejet de perturbation, c'est-à-dire que l'enjeu ne veut pas vraiment être de suivre une consigne, de faire des trajectoires, mais plutôt, on va se dire, on veut rester immobile et rejeter toutes les perturbations qui vont créer du mouvement. Bon, et tout ça, c'est exacerbé par les incertitudes paramétriques qui vont avoir tendance à dégrader toutes nos performances. Donc, pour ça, j'avais dit qu'on avait besoin de métriques, et on va voir ce qu'on appelle la norme H-infini. Alors pareil, je vais expliquer un peu avec les mains. On a la norme L2, qui est assez connue, qui va mesurer l'énergie d'un signal. Donc ça, c'est assez connu. En fait, la norme H-infini, ça va simplement être induit par la norme L2. C'est-à-dire qu'on va avoir une fonction de transfert, G, qui va traduire ce qui se passe entre une entrée U et une sortie Y. Nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va regarder l'énergie de la sortie Y, et on va la diviser par l'énergie de l'entrée U. Donc ça me donne l'amplification du signal. Ça, la plus grande valeur possible de ce rapport d'énergie, c'est la norme H-infini. Donc en fait, c'est la pire amplification possible du signal. Donc on comprend bien que ça, dans le cadre d'un problème de contrôle, ça va être assez utile pour mesurer la performance. Par exemple, si je connais plus ou moins ma perturbation, je connais son énergie, si je suis capable de borner, de connaître la norme H-infini de mon système, qui dépend
uniquement de mon système et pas des perturbations extérieures, et ben, je vais être capable de dire à la fin, mon erreur de pointage, par exemple, je peux la borner aussi, même si je ne connais pas très bien la perturbation. Il y a une deuxième interprétation de la norme H infini qui va être très utile pour les ingénieurs. C'est que, alors je vais prendre simplement dans le cas où on a une entrée et une sortie, si je trace la réponse fréquentielle de mon système, donc le diagramme de Bode, en fait c'est la plus grande valeur, tout simplement. Donc ça, c'est assez utile pour la lire directement sur le diagramme, quoi. Ça me donne directement l'amplification maximale. On voit au passage que quand on a une résonance, donc un mode flexible, c'est ça qui va driver la norme, donc la performance. Et la deuxième utilité, c'est pour faire ce qu'on appelle du loop shaping. Alors l'idée, c'est que là, on peut se dire, oui, mais finalement, ma mesure, elle est super locale. Parce que, ok, elle me dit juste que le pic, il est là, mais il peut se passer n'importe quoi aux autres endroits. Ça me donne l'information à une fréquence. En fait, moi, ce que je voudrais, c'est plutôt de définir ce que je vais appeler un gabarit, en rouge, et dire, je veux être sûr que ma fonction de transfert, elle soit en dessous à toutes les fréquences. En fait, ça, c'est équivalent à un problème H infini, parce qu'il suffit d'inverser cette fonction en rouge et dire que G est inférieur à S, ça revient à dire que la norme infinie de S-1G est inférieure à 1. Donc tous ces outils, ça nous a permis de définir dans les années 80 ce qu'on appelle le contrôle H infini robuste. L'idée, c'est que toutes mes exigences de contrôle, je vais les formuler comme des problèmes de norme H infini. Je vais regarder d'abord tous les transferts que je vais examiner. Par exemple, je veux avoir une certaine précision de pointage. Je veux que mon antenne, elle pointe à 1 seconde d'arc de précision, 1 millième de degré, disons n'importe quoi. Je vais regarder le transfert entre la perturbation et l'erreur de pointage. Et puis je vais dire, je veux que cette perturbation, elle soit inférieure à une certaine valeur, comme je disais tout à l'heure. Si je borne l'amplification du signal, je borne mon erreur de pointage. Je vais regarder un deuxième transfert, ça va être le transfert entre le bruit de mesure et la commande de l'actionneur. Le bruit de mesure, comme il va avoir du contenu fréquentiel en haute fréquence, il va avoir tendance à faire vibrer l'actionneur. Ça va le fatiguer, ça va l'abîmer, c'est pas bien. Donc moi, je vais dire, je veux couper en haute fréquence. Donc ça, je peux le faire avec ce que j'ai expliqué tout à l'heure en définissant un filtre passe-bas comme ça. Tout ça, ça fait que finalement, mon problème de contrôle, qui était à la base assez complexe, ça devient simplement la minimisation d'une norme H infini. Donc ça, c'est la forme standard. J'ai mon système M et un contrôleur K en feedback. Donc ça, c'est un problème d'optimisation finalement. Alors, je ne vais pas rentrer dans le détail. Il y a une première résolution qui a été faite dans les années 80 et 90, enfin plusieurs résolutions. Et finalement, la résolution la plus convaincante, elle date de 2006, donc c'est quand même assez récent. On fait de l'optimisation non lisse, et ça permet d'avoir ce qu'on appelle un contrôleur structuré. Ça, c'est très utile pour les ingénieurs parce que le contrôleur structuré, c'est par exemple un PID ou n'importe quoi. Je peux vraiment choisir la structure du contrôleur. Bon, et dernière chose, maintenant je rajoute les incertitudes avec mon bloc delta qui est en bleu. Et mon problème, c'est à peu près le même, sauf que cette fois, je veux minimiser la norme dans le pire cas possible à travers toutes les valeurs possibles de ma matrice delta. Bon, et ça, c'est assez récent aussi puisque c'est résolu en 2015. Donc ça, c'est des outils maintenant qu'on sait utiliser. Et maintenant, je vais présenter quelques applications. Alors, cette application, on est toujours dans le spatial, c'est du pointage, pour illustrer en fait qu'on peut utiliser ça pour faire du pointage de haute précision, même dans le cadre de systèmes très très complexes. Là, on a un satellite qui a un corps central, des panneaux solaires et un télescope. Là, on voit un petit miroir ici, un autre miroir là. On a des rayons incidents qui vont arriver, qui vont être reflétés et puis qui vont arriver sur une caméra CCD. Donc avec ça, on va pouvoir pointer et avoir une certaine précision, donc disons de l'ordre du micro-radian. En fait, le problème, c'est qu'en plus des structures flexibles, on va avoir des mécanismes qui ne sont pas parfaits. On a des roues à réaction qui vont avoir tendance à avoir des petits défauts, qui vont être pas parfaitement équilibrés. Et du coup, quand elles vont tourner à une certaine vitesse, on va avoir des perturbations harmoniques, des vibrations, qui vont dépendre de la vitesse de rotation de cette roue. Et ça va résonner avec la structure flexible, ça va créer des résonances, et ça va largement amplifier l'erreur. Donc on le voit là, alors les traits pointillés, c'est la réponse fréquentielle du satellite,
Et en rouge, on a la vitesse de rotation de la roue. Et donc, on va voir que quand on fait varier cette vitesse de rotation, on a l'erreur en bleu qui est ce qu'elle est. Et quand on va arriver au niveau des résonances, elle va être amplifiée. Voilà, là on arrive au niveau de la résonance. Et on voit qu'elle est assez amplifiée. Et quand on quitte la résonance, ça se réduit à nouveau. Donc en bleu, c'est si on ne fait pas de contrôle. Ou assez peu, disons, du contrôle au niveau du satellite. Et si on rajoute le contrôle au niveau des miroirs, on obtient la courbe en rouge, qui est nettement plus petite. Je ne sais pas si on la voit bien dans l'écran, mais en gros, elle reste à peu près dans cette zone-là, quoi. Donc ça, c'est possible de faire ça parce qu'on a modélisé le satellite avec toutes ces approches. On a pu prendre en compte tous les couplages entre les mécanismes imparfaits, les résonances structurelles, le mouvement des miroirs, l'erreur de pointage, etc. Et à la fin, on a un modèle et on peut synthétiser des contrôleurs qui minimisent l'erreur. J'ai bientôt fini. Une deuxième application, c'est le bras robotique. Alors là, le bras robotique, il est flexible. Donc c'est ça la difficulté. Alors l'animation, elle est faite avec Simscape, mais tout le contrôle a été fait avec nos outils. Et donc, on voit que déjà, le bras robotique est flexible, donc ça peut poser des problèmes de stabilité. Et puis, pendant toute l'opération, les propriétés d'inertie, notamment, changent énormément. Donc tout ça aussi, c'est des choses à prendre en compte. Et un dernier exemple, c'est plus ou moins ma thèse, donc c'est un exemple que j'aime bien. On a les ballons stratosphériques du CNES. Donc là, il faut imaginer, c'est la hauteur d'une tour Eiffel, il fait 200 à 300 mètres de haut. Et on a un télescope dans la nacelle, et le but, c'est de pointer précisément. Alors là, c'est intéressant parce qu'on n'a pas vraiment de flexibilité structurelle, on a plutôt des modes comme dans un pendule. Dans un pendule, il n'y a pas besoin de flexibilité structurelle. L'équation θ plus racine de g sur L, θ, c'est juste dû à la gravité. Là, c'est pareil. En fait, les modes pendulaires dus à la gravité qu'on a dans ces ballons, qu'on peut avoir aussi dans des bras robotiques, ils sont très similaires à des modes flexibles. On voit ici en bleu les données de vol, on a les résonances. On voit qu'avec notre modèle théorique, on récupère bien ces résonances. Et ces 4 premiers modes, je voulais juste montrer l'animation et après j'ai terminé. Ces 4 premiers modes qui sont en accéléré correspondent à ces 4 résonances-là, donc on voit bien les oscillations multicorps. Voilà, je vous remercie de votre attention.